Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Anonymal TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Micmag sur le thème de la natation synchronisée. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus à la piscine Yves Blanc d'Aix-en-Provence. Il faut savoir que Pays d'Aix Natation est connu dans le monde de la natation synchronisée et notamment pour ses équipes juniors. Nous avons pu assister à un de leurs entraînements. En voici le reportage. Solidité physique et mentale, souplesse et rigueur sont les maîtres mots pour performer dans la natation synchronisée. Mal connu du public, l'entraîneur de l'équipe junior d'Aix-en-Provence nous en apprend davantage sur la discipline. Donc une équipe, ça se nage à 8 déjà, avec 2 remplaçantes. C'est le maximum qu'on peut avoir. On peut nager à moins, mais on ne peut pas nager à plus de 8. Après, il y a un poste qui est très important, c'est la voltigeuse, c'est celle qui va être sur les portées. L'entraînement dure un peu moins de 3 heures dans l'eau, avec le mercredi où c'est un petit peu plus complet, avec 1h30 de danse avant. Les juniors 1, elles sont championnes de France depuis des années et des années, donc l'objectif c'est de conserver leur titre en équipe. Elles nagent également en solo, en duo, et en général elles vont chercher la première place aussi, donc ça sera leur objectif sur cette saison également. La natation synchronisée est une discipline qui nécessite d'être un bon nageur. Il faut travailler sa souplesse et sa vélocité pour pouvoir maîtriser son corps dans l'eau, qui est un élément mouvant qu'il va falloir s'approprier. Il faut préciser que les nageurs n'ont pas pied et n'ont pas le droit de toucher le fond du bassin sous peine de points de pénalité. C'est donc uniquement sur la force du corps qu'ils arrivent à se sortir de l'eau. En effet, l'idée c'est de sortir le plus possible au-dessus de la surface de l'eau. La présence des garçons n'est pas encore assez démocratisée. Ils ne trouvent leur place en compétition que dans les duos mixtes. L'équipe junior d'Aix-en-Provence a la chance de compter parmi elles 2 garçons, dont un junior et un senior. Moi je pense que ça devrait être donc plus, c'est déjà ouvert, mais dans les balais c'est compliqué parce qu'un garçon ce serait un plus, par exemple pour les portées, juste ce serait pas égal pour chaque équipe d'avoir un garçon dans une équipe et pas de garçon dans une autre. Du coup moi on me met pas dans les balais. Moi je nage que les duos du coup. On fait des choses différentes, c'est pas la même chose d'entraîner un garçon d'entraîner une fille, ça apporte des nouvelles techniques, des nouvelles façons de nager. Oui, je pense que c'est très constructif. Ça va bien, par exemple, Quentin, depuis qu'il arrive là, il a beaucoup progressé. Donc en vrai, je pense que ça peut être un plus aussi dans un ballet. Tout ça, et que ça soit équitable ou pas, on a de la chance d'en avoir un. Suite à cet entraînement, nous avons eu la chance d'interviewer Virginie Dedieu, triple championne du monde de natation synchronisée. Et nous avons pu en apprendre davantage sur son parcours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Anonymal. On est aujourd'hui en présence de Virginie Dedieu, triple championne mondiale soliste de natation synchronisée. Bonjour Virginie. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors j'ai envie de vous demander comment on arrive à être championne du monde de natation synchronisée? Quel est votre parcours? Alors ça arrive bien sûr pas rapidement, ça demande du temps, bien entendu beaucoup d'entraînement. Donc mon parcours, j'ai commencé la natation artistique, puisqu'on dit maintenant artistique, à l'âge de 6 ans et demi à Aix-en-Provence. Donc j'ai commencé un petit peu par hasard parce que moi je voulais absolument faire de la danse classique et on ne trouvait pas à ce moment-là de cours de danse. Donc on m'a parlé de la synchro et c'est vrai que j'ai accroché. Donc c'est venu au fur et à mesure pour la compétition. Pareil, le club ne faisait pas franchement de compétition et en fait on était un groupe de 6 nageuses et l'entraîneur s'est dit on va tester la compète et en effet ça a marché. Donc on s'est qualifié aux France, on fait seconde en ballet d'équipe au championnat de France la première année, donc sur les moins de 13 ans. Et moi, la première année, j'ai été première en figure imposée, donc je pense que c'est à partir de là aussi que la compétition m'a donné envie. Donc, le club a monté aussi en parallèle avec mon âge, donc il y a eu des filles en junior qui sont arrivées qui étaient très fortes, donc c'était un exemple. Et puis en effet, j'ai découvert qu'il existait l'équipe de France, des championnats du monde, d'Europe, les Jeux Olympiques, donc c'est arrivé vraiment au fur et à mesure. Après, à partir du moment où je suis détectée, que je vois que je peux rentrer en équipe de France, j'ai été présélectionnée pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Donc on m'a demandé de monter à Paris pour être en internat à l'INSEP, à l'Institut national des sports, pour vraiment préparer ces Jeux-là d'abord. Donc moi, ça a été ma première grosse compétition en senior, parce que j'ai fait en effet avant
les espoirs et les juniors. J'ai réussi à être vice-championne du monde junior. C'était la première fois qu'une Française arrivait aussi à ce niveau-là. Et donc après, j'ai fait les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Et bien entendu, je suis restée à l'INSEP parce que c'est là où on avait les meilleures conditions d'entraînement, les meilleures nageuses aussi, puisque tout le monde venait de France, de différents clubs, et on s'entraînait toute l'année ensemble. J'ai toujours par contre été licenciée à Aix-en-Provence, donc on descendait de temps en temps pour faire également les championnats de France. Et après les années 2000, j'ai réussi enfin, après avoir été deuxième pendant 5 ans, j'ai réussi à accéder à la première marche du podium et pendant 6 ans, j'ai été invaincue et j'ai eu 3 titres de championne du monde en solo. Donc, voilà, ça c'est mon parcours. J'ai fait bien sûr des études en parallèle puisqu'on n'est pas professionnel et qu'on a tout un double projet en même temps. Et comment on y arrive, comme je l'ai dit, c'est avec énormément d'heures d'entraînement. En synchro, on demande de s'entraîner, on a besoin de s'entraîner entre 6 et 8 heures par jour quand on fait du très haut niveau en élite. Donc c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de la patience aussi parce que c'est un sport qui est complexe. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'après on arrive à réussir. Et comment vous avez fait pour mêler études et natation synchronisée avec 8 heures d'entraînement par jour? C'est assez compliqué. Donc au début, quand on est encore lycéen à l'INSEP, il y a quand même vraiment des horaires aménagés. Après, dans le choix des études secondaires, moi j'ai fait une école d'architecture intérieure et de design. Donc, pareil, j'ai négocié avec le directeur, j'allais en cours le matin et je m'entraînais tout l'après-midi. Donc les 3 premières années, j'ai pu les faire comme ça. Donc pareil, je loupais des cours et c'était à moi de rattraper le soir et d'être plus efficace aussi parce que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Et par contre, après, la 4e année, c'était l'année de mes 3e Jeux Olympiques, donc j'ai fait une pause parce que c'était vraiment pas jouable. Et l'année d'après, j'ai repris donc la 4e et la 5e année. La 5e année qui était l'année de mon diplôme, là par contre, j'avais arrêté. C'est l'année du coup où j'avais fini ma carrière et j'étais à 100% à l'école pour faire mes études. Donc il faut accepter de l'étaler en fait. Et après, c'est une question de choix et de passion parce que moi, j'étais aussi passionnée par l'archi et en effet, si je ne l'étais pas, je pense que c'est trop compliqué. Donc c'est du temps, c'est du focus là-dessus, quoi. Et oui, vous êtes connue aussi parce que toutes les nageuses ou nageurs de synchro portent des pince-nez, mais vous n'en portez pas. Comment ça se fait? Comment vous faites? Alors, comment je fais exactement, je ne sais pas parce que c'est naturel. Et a priori, donc c'est Noël qui m'a bien expliqué ça, c'est que on est tous dans de l'eau dans le ventre de notre mère. Et j'ai gardé ce réflexe en fait. J'ai gardé un réflexe prénatal parce que j'ai fait les bébés nageurs et surtout que quand j'ai commencé la synchro, j'ai refusé de mettre le pince-nez parce qu'avec moi j'avais une vraie gêne. J'avais l'impression de m'étouffer, ça me gênait et puis voilà, quand je l'avais pas, j'arrivais à bloquer naturellement. Donc on a des petites valves en fait qui bloquent l'eau. Donc l'eau vient jusque là et ça monte pas. Et j'ai pu garder ce réflexe. Si j'avais mis le pince-nez, je l'aurais perdu comme tout le monde en fait. Alors c'est un avantage esthétique parce que c'est plus joli sur les photos, mais techniquement et physiquement, ça n'apporte rien. Et est-ce que vous avez un meilleur souvenir ou alors des souvenirs plus difficiles de votre parcours, des petites anecdotes? Alors des bons souvenirs, j'en ai quand même pas mal heureusement parce que j'ai eu une bonne carrière et les médailles, la médaille olympique que j'ai eue avec Myriam, c'était un aboutissement en plus d'une création, on va dire, qu'on a eue de plusieurs années avec elle. Donc et puis c'est rentré dans l'histoire puisqu'elle n'a jamais eu une médaille olympique encore aujourd'hui. Mes médailles mondiales, bien sûr aussi. Personne en tant que Française n'a été championne du monde avant moi et j'étais la première à être 2 fois et même 3 fois, même point de vue mondial. Donc chaque médaille d'or aussi a une histoire très différente donc, dans la préparation. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper fort. Après, dans les autres souvenirs, c'est les Jeux Olympiques. J'ai une petite anecdote à mes premiers Jeux Olympiques, donc à Atlanta, où j'avais 17 ans. Notre porte-drapeau, c'était Marie-Josée Pérec, qui est bien sûr une athlète incroyable. Et en fait, il faut savoir que quand on attend pendant la cérémonie d'ouverture, on est dans un autre stade. Nous, on était en l'occurrence dans le stade de baseball à côté. Et il y avait le stade d'athlétisme où on faisait le défilé. Et en fait, on nous a appelés en retard. Donc normalement, on nous appelle au fur et à mesure. Et pour avoir vécu les autres jeux, ça dure très longtemps ce moment-là. Donc on est là, on attend, on patiente, on marche tout doucement, on avance tout doucement. Et là, en fait, on était en retard. Donc il a fallu qu'on parte en sprint derrière Marie-Jo Pérec, qui, elle, sait courir, bien sûr, aisément. Et donc voilà, l'anecdote, c'était qu'on a fait un sprint et on est arrivé dans ce stade avec une descente en plus où il a fallu s'arrêter. Et on s'est pris cette foule, cette énergie. Et moi, les premiers jeux, donc c'était forcément impressionnant. C'est quelque chose qui marque énormément. Dans les anecdotes de bons souvenirs, ça fait partie. Après, dans les mauvais souvenirs,
L'entraînement, le physique est difficile. Quand on est sportif à long terme, on essaye d'oublier les mauvais mouvements, donc j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai des souvenirs où j'ai pu travailler techniquement un élément qui est la vrille, donc tête à l'envers, les jambes au-dessus de l'eau, et on doit parfaitement être droite, tourner sur soi-même, ne pas tomber comme ça, rester haute. Et j'ai passé des heures à travailler ce mouvement-là, à calculer l'angle de mes mains, le passage de mes mains, et ça a pu être difficile. Mais bon, c'est aussi ça qui était passionnant parce qu'on réfléchit à comment est son corps sous l'eau, comment ça fonctionne avec la contrainte de l'eau. Alors ça a été difficile parce que je me rappelle avoir pleuré derrière mes lunettes. Mais voilà, aujourd'hui, je ne m'en rappelle pas comme un mauvais souvenir, mais comme un souvenir passionnant et qui m'a apporté après par la suite, quoi. C'est une force, ouais, sûrement de transformer comme ça. Et vous m'avez dit en début d'interview que vous vouliez faire de la danse classique. Est-ce que la danse, du coup, ça vous... Oui. Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que ça vous a aidé? Oui, j'en ai fait juste après. Donc j'avais fait de la danse moderne, donc j'ai un peu fait tout le temps de la danse. Mais en effet, j'ai fait de la danse classique juste après. Et pendant très longtemps, jusqu'à ce que ce soit possible et compatible avec les horaires. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 13 ans. Et bien sûr, ça m'a apporté rien que par la rigueur. La tenue, le port du corps aussi, qui est plus difficile à travailler dans l'eau parce qu'encore une fois, on est dans un espace mouvant, donc on a tendance à être esquiché, à être sur soi, alors qu'en danse, on va le travailler tout de suite en facilité, posé sur le sol, et on pourra le retransmettre un petit peu plus facilement dans l'eau une fois qu'on l'aura travaillé au sol. Donc en fait, aujourd'hui, la fédération a même mis en place un parcours de danse pour que ça se développe mieux après dans l'eau et que ce soit plus facile pour les nageuses. Donc c'est un complément indispensable. Ouais. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus pour clôturer l'interview? J'ai à dire que je pense que le sport n'a pas encore tout à fait sa place en France parce que culturellement c'est assez encore difficile. On essaye justement de prendre du volume et de l'importance grâce à Paris 2024 qui va arriver parce qu'en effet les sportifs sont capables de faire plein de choses, sont capables d'avoir des valeurs d'adaptation, de surpassement, de se dépasser. Et ça peut vraiment être retranscrit et retransmis dans une profession, après dans son travail au quotidien. Donc ça, c'est important à le comprendre, à le valoriser. Et je pense aussi que petit, on a besoin de se défouler, c'est un besoin vital et de santé. Après, il faut trouver sa passion. Donc il faut pouvoir avoir le temps de chercher. Il y a plein de sports qui existent. Donc pas se focaliser sur le foot et sur la danse pour les petites filles et vraiment tester de tout et après arriver à trouver sa passion et s'investir parce que ça va apporter pour soi dans la vie de tous les jours et d'accompagnement et de partage je trouve pas non plus le terme, mais d'indulgence avec les autres et du coup un bien-être pour soi également. Quoi. Super. Mais merci beaucoup. Rien. Et bonne continuation. Merci Virginie Dedieu de nous avoir accordé cette interview. Avant de clôturer ce Micmag, voici un petit tour des événements du week-end. Le vendredi 1er octobre, vous retrouverez le cabaret d'improvisation par les fruits défendus dans le parc de la Maréchale. Le samedi 2 octobre, de 18h à 23h, le Festival des Instants Ludiques fait son grand retour pour une 5e édition. À cette occasion, la bibliothèque Méjeanne deviendra le lieu de rencontre et de partage entre le public et les acteurs ludiques et culturels du territoire Aix-Marseille. Le samedi 2 et le dimanche 3 octobre, de 10h à 18h, le Muséum d'Histoire Naturelle invite petits et grands à participer à la fête de la science. Enfin, ne ratez pas la fête du vélo qui aura lieu le dimanche 3 octobre, de 10h à 18h sur le cours Mirabeau. Merci à tous d'avoir suivi ce Micmag, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.